nous allons essayer de ne pas tomber dans les travers des conférenciers qui monopolisent la parole. Il y a un auditoire tout à fait riche dans cette salle. Je pense que le plus simple, on considère en plus que le président Jeantin a une obligation et devra nous quitter à 9h30, peut-être c'est de vous laisser la parole et de façon plus vivante de pouvoir essayer de répondre à vos interrogations, puisque maintenant on a à peu près balayé à la fois l'esprit dans lequel nous avons fait des propositions et indiqué en quoi quelle est l'économie un petit peu de notre projet. Voilà, donc je crois que le plus simple, c'est, si vous voulez bien, que vous rebondissiez sur tout ce qui a été dit, de telle façon que nous puissions vous répondre. Les conférences de presse, en ce moment, sont très à la mode. Mais ici, évidemment, on est dans un cercle... La nôtre est pas drôle. C'est beaucoup moins drôle qu'ailleurs, et c'est beaucoup plus fermé, donc nous pouvons, entre personnes qui connaissent ces questions-là, donc nous parler. Qui veut commencer? Élie, oui, oui. Lorraine. Et Lorraine, alors, voilà. Il n'y a pas de micro. Lorraine, voilà le micro. Voilà, Monsieur le Président, tout le monde a lu les 7 péchés capitaux de la justice française. Vous vous attachiez une place extrêmement importante à la justice négociée, précisément, et réserver les cas pathologiques, finalement, ceux qui n'auraient pas pu être négociés aux juges. Et donc la première question, c'était de savoir quelle était dans les propositions de réforme la place que vous réserviez en matière commerciale à la justice négociée. La deuxième chose, c'est autre sujet auquel nous savons que vous êtes attaché, les audiences interactives. Et ça touche la façon dont les choses se passent devant les juridictions commerciales. Est-ce que dans la succession de toutes les propositions que vous faites, est-ce qu'il n'y a pas justement l'issue, le terme, l'audience, et comment tout ça pourrait s'organiser pour plus de modernité, plus d'efficacité aussi, et plus éventuellement aussi des négociations. Et enfin, est-ce que vous pensez que cette justice commerciale rénovée a suffisamment de moyens pour accueillir les futures actions de groupe qui s'annoncent? Et je pense que ça, c'est un sujet de préoccupation pour nous tous ici présents. Justice négociée, effectivement, je suis très partisan de la médiation, et le président Jeantin le rappelait, notamment dans le monde des affaires, où précisément les gens vont continuer à vivre ensemble après la phase contentieuse. Tout ce qui peut être de nature à éviter des blessures irrémédiables est préférable. Et je dirais que très souvent, dans des tas de domaines, on a commencé dans la justice judiciaire par la famille, bien entendu, mais tout ce qui touche également à des tas de domaines, notamment sociaux, économiques, il est certain que j'ai exactement la même vision. Nos juridictions, quelles qu'elles soient, toutes, mais c'est vrai pour le tribunal de commerce qui, à cet égard, peut être un véritable laboratoire, tout ce qui va favoriser au sein de la justice globale une décision qui sera acceptée parce qu'elle aura été négociée, parce qu'on n'aura pas l'impression qu'elle est imposée par un juge, quelle que soit sa légitimité technique, tout cela est préférable. Et donc, j'avais beaucoup regretté qu'au niveau de la chancellerie, alors je n'ai pas lu ce qu'il en est de la justice du 21e et 22e et 23e, mais enfin, pour aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la médiation dont tout le monde parle n'est pas prise en compte. Il faut savoir qu'au niveau à la chancellerie, il n'y a même pas un bureau de la médiation. Et donc, nous avons fait des expériences, les uns et les autres, dans toutes les juridictions, sur la mise en œuvre de la médiation, mais il n'y a pas de relais national qui pourrait justement prendre en compte tout ce qui a été fait ici ou là, qui pourrait donner des directives. Vous savez que la directive européenne en matière de médiation a été faite totalement à minima, alors que, par exemple, nos amis italiens, dont on aurait tendance ici à se moquer, ont été bien plus efficaces que nous dans la mise en œuvre et plus audacieux. Donc, tout reste à faire, malheureusement. Moi, je pense que c'est un des traits d'une justice moderne que d'avoir, pour parler d'expression politique, la boîte à outils, tout le monde s'en souvient, d'avoir dans la boîte à outils
le contentieux lorsqu'on ne peut pas trouver de solution négociée. Bon. Et le juge doit participer à cette solution négociée. Alors, en ce qui concerne, bon, je dis un seul mot pour rebondir sur ce que disait le président Jantin. Moi, j'ai toujours trouvé que les procédures orales, c'est l'abomination de l'abomination. Ah bon, c'est le juge et l'avocat qui fait semblant de connaître. Puisque j'avais surpris des avocats quand j'étais président de chambre à Versailles, quand on leur disait « fermez votre dossier, dites-nous de quoi il retourne », ils disaient « écoutez, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mon patron m'a envoyé pour lire les conclusions ». Et quant aux juges eux-mêmes, il s'agissait de droit, comme ils n'ont pas de pièces avant, ils n'avaient pas de pièces avant, on leur parlait de droit maritime, quelqu'un qui débarque. Alors le droit du contradictoire que les avocats revendiquent pour eux-mêmes, là, le juge débarquait, on lui raconte quelque chose, il n'a pas de pièces, il n'a rien. Bon. Donc les audiences interactives, c'est essentiel, tout doit y concourir, mais ça suppose d'avoir des juges spécialisés avec l'application également des dossiers remis à l'avance, mais des dossiers réellement exploités. Et là, on retombe sur les problèmes de moyens, de spécialisation des juges, et ça me permet de passer à l'action de groupe. Je crains que l'état de l'institution réserve des surprises, parce que pour que ces actions de groupe puissent être vues de façon cohérente, éviter tous les risques qu'il comporte, ou qu'une approche un petit peu trop artisanale à laquelle elle pourrait conduire, il serait essentiel effectivement d'avoir des structures, des moyens, etc. Or, parce que je comprends, la justice est quand même dans une situation non pas d'amélioration, mais un peu de descente aux enfers. Donc là, effectivement, je suis cohérent avec moi-même, puisque j'avais considéré que nous sommes en réalité arrivés à un point de non-retour et qu'il faut repenser tout. Et je suis d'accord avec le président Jantin, c'est-à-dire que la question des moyens, je n'ignore pas la crise financière de l'État, mais précisément, avec les mêmes moyens, on pourrait fonctionner beaucoup mieux si on changeait les structures, les habitudes, les procédures, etc. Il est évident qu'avec le système aberrant qui est le nôtre, il n'y aura jamais assez de moyens, il n'y aura jamais assez de juges. Quel est l'office du juge ? Est-ce que l'office du juge, c'est un jour ou un autre tranché dans ce pays? Est-ce que le juge est un travailleur social? Avec d'ailleurs, quand je le dis, avec, comment dirais-je, la noblesse qui peut s'attacher à ce terme. Et je pense que ce n'est pas son rôle. Il faut des travailleurs sociaux, mais un juge, pour moi, n'est pas un travailleur social. C'est celui qui apporte la paix en essayant de trouver des solutions raisonnables, et puis c'est celui qui tranche lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais là s'arrête son office. Or, si on faisait une étude d'économie de la justice de ce qui est consacré par le juge à des fonctions qui ne sont pas des fonctions précisément strictement juridictionnelles, on verrait bien qu'en réalité il y a un gâchis considérable. Voilà donc ce que je voulais dire, tout en m'excusant de ne pas être plus positif. Mais peut-être Bruno. Oui, moi, je ne prends plus la parole. Voilà. Non, un mot simplement, mais parce qu'on a eu comme réaction à ce rapport le fait de vouloir attribuer, enfin le fait de vouloir retirer certaines tâches à la juridiction commerciale pour les donner à la juridiction civile. Une des réactions, c'était « mais ça va coûter très cher à l'État ». Le juge du tribunal de commerce, c'est quelqu'un qui est bénévole et qui a une compétence particulière. Donc ça semble assez logique de lui donner uniquement les tâches pour lesquelles sa compétence particulière est requise. L'action de groupe, ça va poser une question de moyens, parce que ça va être des gros contentieux. Il ne faut pas que ça tombe sur un juge surchargé qui se dira le samedi soir « Ah tiens, il me reste une action de groupe à faire avant de me coucher ». Bon, voilà, enfin, on s'est compris. Il y a vraiment cette question de donner à la juridiction commerciale ce qui justifie qu'elle ait une compétence. Rendre le micro à la salle. Oui, merci. Élie Clément, je souscris pleinement aux observations en forme de questions que Lorraine Dendenbar a faites, et notamment sur la médiation. Je crois qu'il y a une attente de place, et je crois qu'il faut rendre hommage aux juridictions consulaires, dont en tant qu'avocat, d'entre nous sommes, je crois, appelés à en connaître la réalité, pour avoir, depuis nombreuses années, fait un gros travail pédagogique, notamment en matière
de gestion pacifiante des litiges. Et c'est vrai qu'il y a plus de 20 ans, il y avait déjà l'institution du vice-président qui intervenait dans les affaires. Moi, j'ai souvenir d'un président Albert, par exemple, qui était très présent dans des affaires où c'était un petit peu de la médiation forcée, en réalité. Et il n'y avait pas à l'époque de texte qui donnait à la médiation un cadre. Et j'ai presque envie de dire c'était peut-être tant mieux, parce que justement, il n'y avait pas d'obligation de recueillir l'assentiment des parties. Et l'obligation d'avoir l'accord préalable des parties pour faire de la médiation est, je pense, dans une certaine mesure, un frein au développement d'une bonne médiation, en tout cas dans le domaine des affaires. Et je ne veux pas faire, je dirais, trop d'anglo-saxonisme, mais je pense que de ce côté-là, les Anglais qui sont allés de manière très volontariste dans le sens opposé, en donnant aux juges un pouvoir d'injonction en faveur de la médiation, sont allés peut-être un peu trop loin, mais en tout cas ont donné une véritable impulsion. Bon, alors peut-être que le tribunal de commerce peut continuer dans sa culture, qui est une culture non écrite de ce côté-là, où on fait de la médiation, bien souvent un petit peu à côté du cadre contractuel, et je pense que c'est formidable, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens, et œuvrer pour essayer de décharger le rôle des tribunaux à chaque fois que possible, surtout lorsque la solution judiciaire, on le sait d'avance, ne sera pas satisfaisante pour les parties. Donc ça, c'est un travail, je dirais, de terrain, qui ne ressort évidemment pas du rapport dont ce n'était pas l'objet, qui ne ressort pas non plus des textes, puisque c'est la réalité pratique. Mais je pense que, et c'est peut-être en creux mon observation, sur ce terrain-là, mais aussi sur la méthode spécifique au tribunal de commerce, et notamment ce qu'on a appelé l'audience interactive, je crois qu'il y a un travail de pédagogie qu'il faut faire, parce que les avocats, eux, savent bien ce qu'est la réalité au tribunal de commerce, et en particulier à Paris, apprécient la qualité de cette juridiction. Je ne sais pas si la presse, puisque c'est un déjeuner de presse, est informée de cette spécificité, qui est, je crois, une fierté lorsque tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail d'échange, de dialogue, une recherche en tout cas de dialogue, et une volonté de faire en sorte que la décision, bonne ou mauvaise, soit comprise dans sa motivation. De ce côté-là, on fait un pas vers ce qu'on attend aussi de l'arbitrage, c'est-à-dire une justice sur mesure. Le tribunal de commerce n'a pas les moyens de l'arbitrage, puisque ce n'est pas une justice privée, mais il y a ce souci de pédagogie dans les affaires, en tout cas, qui sont les affaires complexes. Donc je pense qu'il faut saluer ce travail, mais il faut aussi en faire la pédagogie pour que l'on sache pourquoi les tribunaux de commerce ont leur spécificité. Et quand on parle de pôle d'excellence, je pense que de ce côté-là, c'est un travail que les juridictions civiles ne peuvent pas faire, n'ont pas le temps de faire, n'ont pas les moyens de faire, n'ont pas forcément non plus l'outil culturel pour faire, parce que le juge civil, c'est vraiment l'impérium avec un grand I, et il n'est pas toujours soucieux de pédagogie. Je ne parle pas de tous les juges, bien sûr. Mais je crois qu'au tribunal de commerce, cette méthode-là est devenue généralité, et il faut donc en faire la pédagogie et peut-être un petit peu la faire connaître davantage. Alors, ça m'amène à une question. Est-ce que on a cherché... Je m'intéresse délibérément à la juridiction de Paris et les grandes juridictions, Versailles et pourquoi pas Lyon, Marseille, des grandes juridictions qui ont vocation à attirer des affaires internationales. On parle beaucoup de notre voisin d'outre-Manche. Londres est devenu ce qu'on appelle un hub en matière de conflits internationaux. Il est vrai que la ville attire toutes sortes de personnalités qui sont probablement attirées par les tribunaux également. Mais Paris n'est pas en reste. Je crois que le tribunal de commerce pour les affaires internationales a sa part de notoriété, attire sa part de très belles affaires. Et on sait qu'il y a au tribunal de commerce davantage de magistrats qui parlent bien l'anglais, qui sont capables de comprendre par leur culture d'entreprise les problématiques complexes que la vie des affaires peut faire naître. Est-ce qu'on a envisagé dans ce rapport ou dans un rapport à suivre une réflexion sur cette spécificité qui est la Chambre internationale au tribunal de commerce et je dirais ce rayonnement tout particulier pour essayer de développer un pôle d'excellence de manière à, je dirais, attraper
peut-être davantage encore de contentieux, l'arbitrage ne peut pas tout régler, et puis essayer de cultiver cette spécificité, cette excellence, les langues étrangères, mais également la connaissance des cultures étrangères, la connaissance aussi de types de contrats particuliers, qui ne sont pas des contrats qui iront au tribunal de grande instance de toute façon, et qui iront peut-être à la cour d'appel, mais il faut préparer le terrain. Et bref, que dans cette réflexion sur une sorte de pôle de compétences, y a-t-il une réflexion sur l'internationalisation de la justice à la française, ce qui suppose donc langue, culture, bien sûr moyens, bien sûr méthodologie, et derrière tout cela, évidemment, on retrouve le triptyque instruction, audience, rédaction, hein, dans la méthodologie, faire comprendre aussi la qualité du travail. Donc c'est un vaste programme, je sais qu'il y a des problèmes budgétaires, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui va suivre dans la dimension internationale des choses? Voilà. Alors nous avons en effet, vous venez de souligner, une chambre internationale qui a la capacité de traiter des affaires dans des droits différents, dans des langues étrangères. Il faut dire la réalité, c'est principalement l'anglais, avec notamment des juges qui sont affectés à cette chambre, qui ont une longue pratique des contrats internationaux et qui ont donc une capacité particulière. Donc le tribunal de commerce de Paris a cette capacité, ça c'est le premier point. Alors deuxième point, est-ce qu'il nous appartient d'en faire la promotion est-ce que c'est dans l'office d'une juridiction de faire sa publicité? Je ne sais pas. Cependant, nous avons eu depuis l'été dernier des échanges avec le barreau sur ce sujet, partant du principe que c'était peut-être l'intérêt général de faire savoir que la place de Paris était capable de traiter un certain nombre de litiges et qu'après tout, on n'avait pas à se cacher derrière notre petit doigt. Nous avons d'ailleurs, avec Madame Le Bâtonnier, qui vient de terminer son mandat, organisé un colloque le 5 décembre dernier, si ma mémoire est bonne, sur l'attractivité de la place de Paris dans les règlements des conflits internationaux. Ce colloque a réuni beaucoup d'avocats étrangers, puisque c'était à l'occasion de la rentrée du barreau et qu'il y avait pas mal d'avocats étrangers à ce moment-là. Nous avons en projet à l'étude de transformer ça en une espèce d'événement récurrent. Voilà, donc c'est dans les tuyaux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... Alors là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de moyens et c'est un peu handicap. Mais en tout cas, la préoccupation existe. Montrer que nous avons ici à la fois des avocats qui connaissent des droits très différents, ce qui n'est finalement pas le cas dans beaucoup d'endroits. Des juridictions qui sont capables d'assurer leur mission et donc de faire de Paris une place un peu attractive sur ce plan-là. En arrière-pensée, on voudrait essayer de créer une espèce de clone de Paris Europlace pour le droit. Bon, voilà, maintenant, pour l'instant, c'est pas encore fait. Oui, alors Yves Chaput, j'interviendrai avec, je dirais, beaucoup de prudence, parce que je fais partie du Conseil national des tribunaux de commerce qui, auprès de Madame la garde des Sceaux, est chargée de propositions sur les évolutions et réformes éventuelles des tribunaux de commerce. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails avec cette obligation de réserve, mais j'interviendrai quand même, je dirais, pour me réjouir de cette conférence de presse et des propos qui ont été tenus, et en prenant notamment le titre « Pour une justice commerciale réhabilitée ». Et je crois que nos trois intervenants prestigieux l'ont très bien dit, le public ne sait pas ce que sont les tribunaux de commerce et garde une idée qui est historique, parce qu'on a cette tendance, comme vous le disiez, Monsieur le Président, à parler toujours de l'histoire et de Michel de l'Hôpital, mais il est bien certain que les tribunaux de commerce actuels ne sont plus des tribunaux de commerce de boutiquiers. Ce sont des juridictions qui sont pleinement intégrées à notre ordre judiciaire. La preuve d'ailleurs les recours devant les cours d'appel, le rôle que l'on oublie de la Cour de cassation, parce que depuis 1946, la création d'une chambre commerciale permet d'unifier le droit des affaires et donne en France, je trouve, une spécificité sur laquelle on n'assiste pas assez, c'est qu'en première instance, il y a un contact avec le justiciable, un langage qui est compris du justiciable, puisque les juges eux-mêmes viennent de l'entreprise. En revanche, quand il y a des recours, on a à ce moment-là une forme, pourrait-on dire,
presque d'échevinage, enfin j'enlèverai le mot, ou de mixité, puisqu'il y a une relation entre les juges de première instance venant des milieux professionnels et des juges d'appel ou de cassation qui sont pleinement des magistrats. Donc ça, c'est une spécificité française sur laquelle, je trouve, on n'insiste pas assez. Et on a un droit commercial qui est un véritable droit commercial par ce rôle, par ce lien entre la première instance, l'appel et la cassation. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il y a eu des améliorations considérables dans les conditions d'éligibilité, dans les conditions de formation, alors qui ne sont pas suffisantes, mais qui sont en cours. Alors en regardant le détail de vos propositions, c'est vrai que le terme réhabilité, le terme qui avait été utilisé par le rapport Guinchard d'une justice apaisée, je crois qu'actuellement, on est véritablement dans une époque de réflexion sereine, dans l'intérêt des justiciables, mais avec un problème de communication. Et ce que vous disiez, notamment à l'international, c'est que les Français ont trop tendance à présenter leurs institutions comme passéistes, comme rétrogrades. Or, avec les évolutions actuelles sur la médiation, sur la conciliation, les tribunaux de commerce sont très bien passés. Ce sont des tribunaux qui emploient le même langage que leurs justiciables. Il leur est donc beaucoup plus facile d'assurer une conciliation ou une médiation. Mais en regardant le détail, sans rentrer sur des thèmes qui sont tout à fait d'actualité et que le Conseil national et les tribunaux de commerce traitent, comme la déontologie, comme le statut des juges, comme la formation, il y a une question que je voudrais vous poser à propos, et je le comprends bien, de l'extension de la compétence dans le domaine du redressement, dans le domaine de la prévention, du redressement et plus généralement de la sauvegarde. Alors, je comprends très bien qu'il y ait une centralisation qui se fasse sur les tribunaux de commerce, puisque la plupart des innovations, mandat ad hoc, règlement amiable, puis conciliation, sauvegarde, ce sont des innovations des tribunaux de commerce. Mais comment allez-vous concilier l'électorat, qui est un électorat composé de chefs d'entreprise, avec une extension qui pourrait s'étendre, si je lis en tout cas les formules générales, aux agriculteurs, qui pourrait s'étendre aux professions civiles, mais qui pourrait être aussi des professions réglementées, comme celle des avocats, comme celle des notaires, puisque désormais, tout professionnel indépendant relève de la sauvegarde. Donc s'il y a une extension de la compétence à toutes les entreprises, ou en tout cas à toutes les personnes qui ont une activité professionnelle, civile ou commerciale, comment pouvez-vous concilier cette extension avec l'origine professionnelle des juges? Professeur, écoutez, je commence à vous répondre et puis avant de laisser la parole au micro qui ne marche pas, avant de laisser la parole peut-être à Bruno pour compléter, vous noterez que nous avons, alors dans un paragraphe que je ne retrouve pas, nous avons souhaité une modification de la composition, un élargissement de la composition des tribunaux de commerce en l'ouvrant à d'autres professions, n'est-ce pas Bruno? Donc c'est, semble-t-il, une façon de répondre à la question que vous posez, monsieur le professeur, et en particulier au fait que nous avons considéré en effet que pour tout ce qui touche aux procédures collectives, quelle que soit l'origine, et en particulier la nature civile des personnes concernées, on touche quand même à l'entreprise. Donc, cette matière nous semblait commander la compétence. Et donc, comme en même temps, nous souhaitons ouvrir le tribunal de commerce à d'autres personnes, avocats, on a vu, mandataires, etc., on pourrait concevoir en effet qu'il y ait une cohérence à ce moment-là dans l'approche de ces problèmes. Bruno ? Oui, alors pour les professions réglementées, il y aura toujours la nécessité de l'intervention d'un représentant de l'ordre compétent. Ça, enfin, on n'a pas voulu rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai que notre idée, c'était de centraliser ce contentieux technique et
parfois je le présente comme stable, mais c'est ironique bien sûr, puisqu'il est révolutionné très régulièrement. Ce contentieux des entreprises en difficulté, l'idée c'était quand même de le centraliser et d'éviter que des juges de tribunal de grande instance, parce qu'ils doivent affronter des procédures collectives, d'associations, de sociétés civiles, etc., doivent développer une compétence parallèle. Si on l'a au tribunal de commerce, cela semble bien. Oui, c'est vrai que ça peut gêner l'idée que finalement, alors, sous la réserve de ce que vient de dire le président Magendie, sous la réserve de ce qu'on fera intervenir d'autres professionnels, mais c'est vrai que ça peut gêner l'idée que des agriculteurs voient leur procédure collective décidée par des personnes qu'ils n'auront pas nécessairement élues. Mais on est quand même dans l'idée plus d'une élection de personnes compétentes qu'une idée de justice des pairs. Je crois que c'est quelque chose dont on veut sortir quand même. C'est pas une justice, on ne va pas vers le juge du tribunal de commerce parce qu'il est comme nous et il va mieux nous juger. Parce que ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on comprend moins bien aujourd'hui. On se dit mais pourquoi est-ce que les entreprises seraient jugées par des chefs d'entreprise? C'est l'idée de ils sont là parce qu'ils sont compétents. Et leur compétence doit leur permettre, alors peut-être par exception, ou peut-être aussi en élargissant un jour ou l'autre l'électorat, mais doit leur permettre de juger la procédure collective aussi de non-commerçants. Évidemment, c'est là où la proposition est révolutionnaire, parce que vous êtes en train de dissocier la compétence rationnée matérielle de la formation et du rôle du juge. Alors je comprends pourquoi d'ailleurs vous mettez aussi le bail commercial. Parce que dans le bail commercial, le propriétaire d'immeuble n'est pas forcément un commerçant. Alors évidemment, il y a les grandes sociétés, les bureaux, etc. Mais quand on prend un certain nombre de villes, le propriétaire du magasin, c'est un particulier, ça peut être un retraité et autres. Donc là, il y a une évolution qui est très notable dans vos propositions. Oui, je crois qu'il y a la volonté dont parlait Bruno à l'instant, que nous attachons surtout à la capacité de compréhension et de traitement en connaissance de cause de l'affaire. Si on prend les baux commerciaux, il est évident qu'on est quand même dans une affaire, dans des litiges par nature commerciaux. Enfin, et donc l'approche qualitative, la meilleure, nous semble aller vers, à ce moment-là, le juge du tribunal de commerce. Oui, mais alors que c'est un acte mixte, que voilà. Vous aviez considéré au départ que les actes mixtes n'entraient pas dans les compétences. Mais là, je comprends pourquoi. Mais là, c'est donc l'évolution, c'est réellement sur les compétences, on pourrait dire, intellectuelles, économiques, de celui qui va traiter le dossier. C'était d'ailleurs le seul argument, me semble-t-il, solide du maintien des tribunaux de commerce. Parce que quel est le motif de rénovation des tribunaux de commerce? Il est évident que ce que nous voulons éviter, c'est tout ce qui peut donner l'idée d'une caste qui s'autoprotège par une justice qui est là pour la garantir. Et donc, si effectivement la juridiction consulaire doit être en effet rénovée, réhabilitée, c'est précisément pour la faire échapper à la suspicion, qui est un des péchés de notre société, mais également pour montrer que sa raison d'être, c'est le fait de traiter des litiges par des personnes qui ont une expérience particulière et qui, par cette expérience, sont mieux aptes à trancher le litige. Je crois. Oui, il est en fonction. Ah oui, d'accord. Bonjour, Jean-Jacques Gomez, conseiller honoraire à la Cour de cassation. Et puis, pendant plus de 30 ans, j'ai eu une activité très très importante, en particulier dans le domaine des référés et d'autres matières, bien entendu, qui me permettent aujourd'hui de vous interroger, en tout cas de faire une suggestion dans le cadre de vos propres réflexions. Entre l'idéal qui, pour moi, serait une refonte totale de la fonction juridictionnelle par l'intégration de toutes les composantes du droit, donc je verrais bien une juridiction unique, commerciale, civile, administrative, etc. On est loin de tout ça. Et le possible, vous avez fait le choix du possible, parce qu'effectivement, le possible permet d'aborder de manière dépassionnée certaines évolutions de la juridiction commerciale. Mais j'aurais bien voulu proposer
formuler une suggestion auprès du président, mais qui a dû s'absenter, mais je me permets de vous la proposer parce que ces 30 ans de travail dans le cadre du référé m'ont fait effectivement assurer une gestion, je dirais, qui n'était pas millimétrée par le Code de procédure civile de toutes les affaires qui m'étaient soumises. Et il était effectivement quotidien de gérer, de concevoir avec les parties, etc., un certain nombre d'avancées de manière à pouvoir trouver des solutions aux litiges, à régler les problèmes collectifs du travail dans le cadre de médiation tirés de l'article du Code de procédure civile relatif à la conciliation. Nous avions anticipé, en effet, il y a eu à l'époque beaucoup d'autres choses. Simplement, pour revenir à la gestion du contentieux qui semblait être une préoccupation du président. Il nous dit qu'il n'y a pas de règles de Code de procédure civile qui permettent au président de prononcer une clôture, etc. Alors, moi je dis que quand il n'y a pas de règles, eh bien, on peut créer des règles qui peuvent trouver l'assentiment de toutes les parties. Qu'est-ce qui interdirait à la chambre commerciale saisie d'un litige d'organiser en amont une conférence? Elles le font déjà d'ailleurs, mais de manière beaucoup plus organisée, de telle façon que l'on sache combien de jeux d'écriture seront échangés, et de telle façon que l'affaire puisse être plaidée à telle date. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en arrive, nous avons l'habitude avec Didier Gazagne, avec lequel je travaille aussi aujourd'hui, puisque après ma retraite, j'ai pris une fonction d'avocat, eh bien, nous avons des très très gros dossiers soumis au tribunal de commerce dans toutes les spécialités, et en effet, ces dossiers prennent quelquefois 2 ans, 3 ans avant de connaître un aboutissement, non compris les incidents intermédiaires. Donc, une conférence préalable d'organisation de l'audience, et cela peut se débattre, les avocats sont tout à fait d'accord, à condition qu'il n'y ait pas de multiples interventions, etc. Et nous pensons que nous pouvons ainsi faire avancer. Alors, une autre petite réflexion sur les échanges qui pourraient avoir lieu entre tribunaux judiciaires, enfin tribunaux civils et tribunaux de commerce. Je pense que toute la difficulté tient en un mot. Aujourd'hui, on n'admet pas dans les faits, hein, dans la réflexion haute, que les juges consulaires soient de véritables juges, même s'ils le sont, mais il y a une réflexion politique souvent qui fait l'économie de cette interrogation. Et donc moi je pense que juges civils et juges commerciaux peuvent parfaitement s'entendre, encore faudrait-il que le juge judiciaire ne prime pas nécessairement le juge consulaire. On peut parfaitement imaginer une chambre commerciale composée d'un président qui soit un président de chambre de commerce, avec un assesseur qui serait un juge qui vient de l'école de la magistrature, comme l'a dit Monsieur le Président, Premier Président Major. Jean-Jacques, c'est pas possible, le Conseil constitutionnel. Oui. C'est pour ça que nous avons évité ces questions je sais. qui auraient tout bloqué, puisque un magistrat professionnel ne peut pas être sous l'autorité. Bien sûr. Mais ça suppose une refonte. Ça suppose une refonte de la juridiction. Voilà. Non, mais c'était sur la procédure. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a un certain nombre de questions. Nous avons, là je crois que c'était une question que nous avions envisagée, et heureusement d'ailleurs, je vais beaucoup insister pour que l'on parle des tribunaux de première instance. J'ai vu que la ministre de la Justice va dans cette voie-là. Je pense que quel que soit le temps que cela mettra, ça arrivera. On va créer des tribunaux de première instance. Et nous disons, nous, dans notre rapport, au point 43, que le tribunal de commerce pourrait trouver tout à fait sa place au sein des tribunaux de première instance, sans changer sa spécificité et sa nature, mais ça permettrait en effet une meilleure intégration des tribunaux de commerce au sein de la juridiction. Et donc, je pense qu'il faut bien voir dans les projections que l'on a, et notamment du tribunal de commerce, avoir cette vision du tribunal de commerce au sein de tribunaux de première instance qui seront créés un jour ou l'autre. Je crois que c'est une façon de rationaliser les moyens, et peut-être que, alors, par cette proximité, à un moment donné, bien les barrières intellectuelles, les préjugés s'effondreront, et on arrivera à ce moment-là à une vision plus large, d'autant plus que moi, je suis partisan de la mixité toutes les fois que cela est possible. On se rend bien compte qu'à chaque fois
qu'il y a des mélanges de juges professionnels avec d'autres personnes, et notamment ceux-là. Il y a l'Alsace-Moselle qui marche très bien, qui est de cette région. J'ai été président de conseil des prud'hommes pendant 7 ans. Et donc on voit bien que généralement toutes ces expériences marchent très bien. Bon, mais comme on est dans quelque chose de très idéologique, nous avons évité tout ce qui aurait été immédiatement le blocage, et donc pour que la réflexion soit apaisée, il ne fallait surtout pas mettre le doigt dans cet engrenage. Bon, ça, il faut parier sur l'intelligence des gens, sur l'évolution des institutions. Enfin voilà. Vous avez évoqué les greffes. Une question peut se poser, si on a un tribunal de première instance et un guichet unique qu'on propose, la question des greffes ne se posera-t-elle pas? Justement, ou alors elle ne se posera plus. Parce que si les greffes, eux, sont intégrés, leur spécificité actuelle, quelle est-elle? Et quelle est la justification de leur maintien en l'état, avec un office, etc. Je ne vois pas très bien, mais enfin, peut-être que Bruno a des idées là-dessus. Non, la question peut-être la plus sensible, à part celle de savoir si le greffe du tribunal de commerce est soluble dans l'éventuel tribunal de première instance, mais c'est la question aussi de l'exploitation du registre du commerce et des sociétés. Est-ce qu'il y aurait à ce moment-là, je ne veux pas parler de malheur pour certains, mais une nationalisation d'Infogreffe, parce que c'est ça c'est ça aussi l'enjeu, quoi. Savoir est-ce qu'on veut avoir ce service aujourd'hui qui est proposé de manière libérale, pour parler simplement, ou est-ce qu'on veut décider que c'est la juridiction qui va le fournir à un tarif donné et avec un bénéfice qui ira à l'État? Ça, c'est une question, à mon avis, éminemment sensible. Vous n'êtes pas loin dans ces réflexions de rouvrir des débats qui, à une certaine époque, ont eu lieu et ont abouti à une décision qui était de ne pas changer les choses, fondamentalement. Croyez-vous vraiment qu'il soit opportun de rouvrir ce débat, alors que finalement cette juridiction consulaire, si elle n'est pas parfaite, mais le TGI est-il parfait, la Cour d'appel est-elle parfaite, la Cour de cassation est-elle parfaite, ce tribunal de commerce fonctionne plutôt bien, c'est du moins l'expérience que nous en avons tous. Il pourrait peut-être mieux fonctionner, en tout cas le contentieux général fonctionne bien. Les procédures collectives suscitent des difficultés qui nous sont parfaitement connues, qui peuvent être résolues, peut-être, sans qu'il y ait lieu de se poser la question à nouveau, de savoir s'il faut fondre cette juridiction consulaire au sein d'une juridiction étatique rénovée. Oui, on n'a jamais dit qu'il fallait la fondre. Hein. On dit simplement le TPI constituerait la juridiction de droit commun, mais intégrerait en son sein des sections spécialisées. Le TPI serait un tribunal départemental. Alors on aurait, si vous voulez, dans cet ensemble, le Conseil des prud'hommes, les variétures malheureusement, enfin, puisque nous avons proposé également, enfin j'ai été partisan là de changer un peu les choses, mais enfin, mettons que ça ne soit pas changé, vous auriez le tribunal de commerce. La question du greffe est quand même posée, quand nous considérons qu'en effet le greffe tel qu'il est aujourd'hui est quelque chose d'anachronique, et se pose la question dont parlait Bruno Dondero à l'instant. Je ne vois pas très bien pourquoi les revenus d'Infogreffe tombent dans une escarcelle privée au moment où l'escarcelle publique est tellement vide. Donc, mais à part ça, elle est intégrée, ça serait une meilleure intégration, mais qui ne toucherait pas dans notre esprit à la spécificité de la juridiction commerciale. Mais précisément, si nous avons voulu parler de cela rapidement dans juste un paragraphe, c'était précisément que toute la légitimité, toute la rénovation de la justice commerciale ne disparaissent pas avec la création du tribunal de première instance. C'est sur quoi nous avons été vigilants. Et ça y est, on va créer ça et on va fondre. Mais non, pas du tout. Nous estimons que dans cette grande plateforme, en quelque sorte, que serait le tribunal de première instance, le tribunal de commerce aurait sa place. Ça va le rapprocher, puisque c'est vrai que le fait de se parler, c'est beaucoup plus simple, ça crée des habitudes, ça crée une proximité intellectuelle et non seulement géographique.
Mais c'est tout. Nous ne sommes pas du tout pour la suppression, puisque tout notre rapport est au contraire de légitimer et de renforcer la juridiction consulaire. Y a-t-il encore une question, aussi iconoclaste soit-elle? Bon. Ben, écoutez, je pense que nous avons en tout cas, nous tenons à vous remercier pour votre présence, vos questions. Je pense qu'on peut arriver en effet à avoir une réflexion apaisée sur un sujet qui a été brûlant. Que seront les suites? Tout ce qui a été notre ambition au Club des juristes, avec une diversification des intervenants, c'était de donner une vision non pas du tribunal de commerce, qui serait ciblé en tant que tel, vous l'avez bien compris, mais d'une justice commerciale rénovée dans son ensemble. Alors c'est vrai que ça touche à beaucoup d'autres choses. Le président Jantin avait ouvert un autre chapitre, qui serait celui des textes, du rôle du droit des affaires dans sa globalité. Bon, nous en sommes tenus à ce qui était notre sujet, et nous avons naturellement le sentiment qu'il est dans un sujet beaucoup plus vaste, qui est celui de la nécessaire réhabilitation de l'ensemble de notre justice du XXIe siècle. Je vous remercie. Lorraine, c'est un